Il est 2 heures du matin quand le téléphone vibre sur ma table de chevet. J'ouvre lentement les yeux, encore prisonnière de ce rêve où mon défunt mari Arthur me préparait du café comme il le faisait chaque dimanche. L'écran illumine ma petite chambre d'une lumière froide qui me fait plisser les yeux. C'est Julien, mon fils. Je réponds sans trop réfléchir car un appel à cette heure ne peut signifier qu'une chose. Une urgence. Sa voix est agitée, presque haletante, comme s'il venait de courir un marathon. Maman. Maman, il faut que tu m'écoutes. J'ai de très gros ennuis. Ta carte a été refusée à l'hôtel. J'ai besoin de 9 000 $ tout de suite ou ils ne me laisseront pas partir. Ils menacent d'appeler la police. S'il te plaît, maman, tu dois envoyer l'argent maintenant. Je m'assois dans mon lit. Le matelas grince un peu, ce sont familiers qui m'accompagnent depuis 15 ans. Je regarde ma chambre, les murs couleur crème que j'ai peints moi-même il y a 3 étés. La commode héritée de ma mère avec ses poignées usées. La photo d'Arthur dans un cadre en argent à côté de la bougie électrique que je laisse toujours allumée. Je prends une profonde inspiration. Je sens l'air froid du petit matin qui entre par la fenêtre que j'ai laissée entr'ouverte. Julien continue de parler, sa voix montant en volume, mélangeant la supplication et l'exigence. Maman, tu m'écoutes? Caroline est là avec moi. Elle pleure. Imagine l'humiliation. Le directeur de l'hôtel nous retient pratiquement à la réception. C'est un complexe hôtelier 5 étoiles à Las Vegas. Tu ne peux pas nous faire subir cette honte. Envoie juste l'argent et nous réglerons ça demain. Je ferme les yeux. Je revois l'image de Julien à 5 ans, courant vers moi avec les genoux écorchés après être tombé de son vélo. Je le vois à 12 ans, me serrant fort dans ses bras le jour de la mort de son père, me promettant que nous serions toujours ensemble. Je le vois à 25 ans, me présentant Caroline avec ce sourire nerveux, me demandant de la traiter comme une fille. Je rouvre les yeux. La réalité, c'est ça. Un téléphone qui vibre dans le noir. Une voix qui exige de l'argent comme si c'était mon obligation. Comme si j'étais un distributeur automatique sans sentiment ni besoin propre. Maman, pour l'amour de Dieu, dis quelque chose. J'ai besoin de cet argent maintenant. Mon compte est vide parce que nous venons de payer le voyage et les spectacles. Je pensais que ta carte avait une limite suffisante. Tu as toujours eu de l'argent pour nous aider. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Ma main se resserre sur le téléphone. Je sens le plastique chaud contre ma paume. Dehors, j'entends l'aboiement lointain d'un chien. Le vrombissement d'une voiture qui passe dans la rue mouillée. Il a dû pleuvoir pendant mon sommeil. L'odeur de la terre humide entre par la fenêtre. Je pense à toutes les fois où j'ai envoyé de l'argent. Je pense aux chèques signés, aux virements effectués à 15 heures n'importe quel mardi, aux enveloppes remises avec un sourire qui n'a jamais été réciproque. Je pense au mariage de Julien et Caroline il y a 15 ans, quand j'ai payé toute la réception au country club parce qu'ils voulaient quelque chose d'élégant. 15 000 $ que j'ai pris de mes économies, de l'argent qu'Arthur et moi avions mis de côté pour nos vieux jours. Je me souviens du jour où j'ai écrit ce chèque. J'étais assise à ma table de cuisine, le stylo tremblant un peu dans ma main. Julien m'a serré dans ses bras et m'a dit « Maman, tu es la meilleure. Je te promets qu'on te le rendra. » Ils ne l'ont jamais fait. Après ça, il y a eu la compte pour leur maison. 30 000 $ que j'ai payé quand Julien est arrivé, me disant qu'ils avaient trouvé la maison coloniale parfaite en banlieue, mais que la banque exigeait un acompte plus important. C'est un investissement, maman. C'est notre avenir. Caroline est enceinte de Mia. Nous avons besoin d'espace pour notre famille. J'ai payé. J'ai toujours payé. La nouvelle voiture quand la leur est tombée en panne. 8 000 $. Les meubles du salon parce que ce qu'ils avaient était déjà démodé. 4 000 $. Le voyage en Europe pour leur 10e anniversaire, 6 000 $. L'ordinateur portable haut de gamme dont Julien avait besoin pour son travail, 2500 $. Les uniformes et les frais de scolarité de l'école privée de Mia. Des milliers et des milliers de dollars chaque année. Et me voilà dans mon appartement de 2 chambres où le chauffage tombe parfois en panne en hiver, avec ma télévision d'il y a 12 ans qui a une ligne verte dans le coin. Avec mon réfrigérateur qui fait un bruit étrange depuis l'été dernier, mais qui continue de fonctionner, alors je ne le remplace pas. Avec mes chaussures confortables achetées en solde parce que les autres me faisaient mal aux pieds.
Mais je n'ai pas pu me résoudre à dépenser 150 $ pour des neuves. Maman, tu m'entends ou pas? Le directeur perd patience. Caroline est hystérique. C'est ta responsabilité. Tu m'as donné cette carte d'utilisateur autorisée. Tu m'as dit de l'utiliser en cas d'urgence. Eh bien, c'est une urgence. Appelle ta femme, dis-je. Ma voix sort calme, presque indifférente. Je raccroche avant d'entendre sa réponse. J'éteins le téléphone. Je le pose face contre la table de chevet. Je me rallonge. J'ajuste l'oreiller sous ma tête, je ferme les yeux. Le silence revient dans ma chambre comme une douce couverture. Je sens mon cœur battre lentement, régulièrement, fort. Je m'endors en pensant au café que je vais me faire demain, au pain grillé avec la confiture de fraises que j'ai acheté samedi, à l'émission que j'ai manquée ce soir. Je dors sans culpabilité. Je dors profondément. Je dors comme je n'ai pas dormi depuis des années. Je me réveille avec la lumière du soleil qui entre par la fenêtre. Il est 8 heures du matin. Je m'étire lentement, sentant mes os craquer avec ce son familier de 72 années bien vécues. Je me lève, j'enfile les pantoufles marron que Mia m'a offertes il y a 2 Noëls. Je vais à la cuisine. Je mets de l'eau à bouillir pour mon café. L'odeur me réconforte. Me ramène à Arthur. Me rappelle les dimanches tranquilles où nous étions jeunes et le monde semblait plein de promesses. Pendant que j'attends que l'eau bouille, je regarde par la fenêtre de ma cuisine. Madame Higgins de l'appartement d'en face promène son caniche comme tous les matins. Un chat tigré orange marche le long de la clôture avec cet équilibre parfait que seuls les chats possèdent. Le ciel est clair, de cette couleur azur profond qui promet une journée chaude. Je me prépare mon café avec 2 cuillères de sucre, juste comme je l'aime. Je sors le pain que j'ai acheté hier, je le grille un peu, j'étale du beurre et de la confiture. Je m'assois à ma petite table ronde, celle qu'Arthur et moi avons achetée dans un marché aux puces il y a 30 ans. Le bois est usé. Il a des taches qu'aucun produit de nettoyage n'a pu enlever. Mais c'est la mienne. C'est la nôtre. Je mange lentement. Je mâche chaque bouchée. Je savoure mon café. Je n'allume pas la télévision. Je ne regarde pas le téléphone que j'ai laissé éteint. Je profite juste de ce moment de silence. Ce moment où personne ne me demande rien. Personne n'exige rien. Personne ne me fait sentir que ma seule fonction dans ce monde est d'ouvrir mon portefeuille. Je finis mon petit déjeuner. Je lave la vaisselle. Je sèche chaque pièce avec soin. Je les remets à leur place. Tout a un ordre dans ma cuisine. Un système que j'ai perfectionné pendant des décennies de vie seule. Arthur est mort il y a 20 ans. 20 ans à apprendre à être seul. À cuisiner pour une personne, à dormir dans un lit qui semble trop grand, à prendre des décisions sans consulter personne. 20 ans à être la maman qui résout les problèmes, 20 ans à être la banque personnelle de mon fils. J'allume le téléphone. Je m'y attendais. 37 appels manqués. 22 messages textes. Tous de Julien, certains de Caroline. Je ne les ouvre même pas. Je sais exactement ce qu'ils disent. Des supplications. Des exigences. De la culpabilité. La recette parfaite pour me faire sentir la pire mère du monde. Je laisse le téléphone sur la table et je vais dans ma chambre. J'ouvre l'armoire, ce petit espace où je garde mes vêtements organisés par couleur. Je prends une boîte à chaussures sur l'étagère du haut. Il n'y a pas de chaussures à l'intérieur. Il y a des papiers, des documents, des souvenirs qui font mal. Je m'assois sur le lit avec la boîte sur mes genoux. J'ouvre lentement le couvercle, comme s'il y avait quelque chose de fragile à l'intérieur qui pourrait se briser. La première chose que je vois, c'est le chèque pour le mariage. Une photocopie que j'avais faite au cas où. 15 000 $ payés au Jardin Botanique, le lieu où Julien et Caroline ont célébré leur amour avec 200 invités, un bar ouvert, un banquet de 5 plats, un groupe de musique live et des feux d'artifice à la fin. Je n'ai pas participé à l'organisation. Caroline voulait que tout soit parfait, que tout soit élégant, que tout le monde parle de son mariage pendant des années. Et ce fut le cas. C'était magnifique. C'était cher. Et c'est moi qui ai payé, alors que je portais le même tailleur beige que j'avais acheté pour le mariage de ma cousine 3 ans plus tôt. Je sors un autre papier.
Le contrat de la maison, les signatures de Julien et Caroline, et en dessous mon nom en tant que co-signataire, 30 000 $ pour la compte qui sont sortis du compte qu'Arthur m'avait laissé pour mes vieux jours, pour les vraies urgences. Julien m'a promis qu'il me rembourserait en 2 ans. Ça fait 14 ans. Je n'ai jamais revu un seul dollar. Je continue de regarder. Des reçus de virement. Un de mars de l'année dernière. 3 000 $ pour des réparations de toiture. Un de juillet. 2 500 $ pour la voiture. Un d'octobre. 1 800 $ pour les livres universitaires de Mia. Un de décembre. 4 000 $ pour les fêtes de fin d'année parce que Caroline voulait organiser un dîner mémorable. Je compte mentalement. J'additionne chaque papier, chaque reçu, chaque chèque. Les chiffres dansent devant mes yeux. 60, 70, 80, j'arrive à 120 000 $. 120 000 $ que j'ai donné à mon fils au cours des 15 dernières années. De l'argent qui provenait de ma pension, des économies d'Arthur. De l'assurance vie que j'ai touchée à sa mort, des heures supplémentaires que j'ai faites comme secrétaire jusqu'à ma retraite à 65 ans. 120 000 $. Et je n'ai jamais reçu d'invitation à dîner chez eux. Je n'ai jamais reçu un cadeau d'anniversaire qui n'ait pas été acheté à la dernière minute dans une station-service. Je n'ai jamais reçu une étreinte qui ne soit pas accompagnée d'une demande d'argent. Je remets les papiers dans la boîte. Je la ferme. Je la remets sur l'étagère du haut de l'armoire. Je ferme la porte avec précaution. Je me regarde dans le miroir fixé à l'intérieur de la porte. Je vois une femme de 72 ans, des cheveux gris courts et pratiques, des rides profondes autour des yeux et de la bouche, des mains tachetées par l'âge avec des veines proéminentes, un corps qui a travaillé dur, qui a donné la vie, qui a soutenu les autres en oubliant de se soutenir lui-même. Je me regarde dans les yeux, ces yeux marron foncé dont Julien a hérité. Je me demande quand a été la dernière fois que je me suis vraiment regardé. Quand a été la dernière fois que je me suis vu comme quelque chose de plus qu'un fournisseur? Comme quelque chose de plus qu'une solution aux problèmes des autres. Le téléphone vibre dans l'autre pièce. Je ne vais pas répondre. Pas encore. J'ai besoin de ce moment. J'ai besoin de ce silence. J'ai besoin de cette clarté que je ressens pour la première fois depuis des décennies. Je quitte ma chambre. Je vais au salon. Je m'assois dans mon fauteuil préféré, celui vert olive que Caroline déteste. Il est vieux. Je sais. Les coussins sont affaissés aux endroits où je m'assois le plus. Le tissu est usé sur les accoudoirs, mais il est confortable. Il est à moi. Personne d'autre n'en veut. Donc, personne ne va me le prendre. Je prends la télécommande. J'allume la télévision. Je mets la chaîne d'information. J'ai besoin d'entendre quelque chose. J'ai besoin de remplir cet espace avec des voix qui ne me connaissent pas, qui ne me demandent rien, qui existent simplement. Les nouvelles parlent de politique, d'économie, d'un accident sur l'autoroute. J'écoute à moitié. Mon esprit est ailleurs. Il est dans cet hôtel à Las Vegas où mon fils et ma belle-fille passent un moment difficile. Un moment qu'ils ont créé, un moment que je ne vais pas résoudre. Le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est un appel, pas un message. Je regarde l'écran. Ce n'est pas Julien. C'est un numéro inconnu. Un numéro avec un indicatif de Las Vegas. Je réponds. Bonjour. Est-ce que je parle à Madame Eleanor Brooks? Oui, c'est elle. Madame Brooks. C'est l'officier Miller du département de police métropolitaine de Las Vegas. Je vous appelle au sujet de votre fils, Julien Brooks. Il a été arrêté ce matin pour vol de service. L'hôtel a porté plainte après que lui et sa femme aient tenté de quitter les lieux sans régler une facture de 9 200 $. L'officier Miller a une voix ferme mais polie. Il explique la situation avec ce ton professionnel utilisé par les gens habitués à annoncer de mauvaises nouvelles. Julien et Caroline sont détenus au poste. L'hôtel a insisté pour des poursuites formelles. Il y a une procédure judiciaire à suivre. Ils peuvent régler la dette plus une amende supplémentaire de 2 000 $ ou faire face à une audience qui pourrait prendre des semaines. Madame Brooks, votre fils nous a donné votre numéro comme contact d'urgence. Il dit que vous pouvez résoudre cette situation.
Nous avons besoin que vous veniez au poste ou que vous fassiez un virement immédiat pour couvrir les frais et les amendes. C'est 11 200 dollars au total. Je regarde par la fenêtre. Le chat orange est toujours sur la clôture, en train de se lécher la patte avec une concentration absolue. Madame Higgins a fini de promener son chien et tout continue malgré le drame qui se déroule à 2000 miles de là. Officier Miller, j'apprécie votre appel. Mon fils est un adulte de 40 ans. Il a pris la décision d'aller dans cet hôtel. Il a pris la décision de dépenser de l'argent qu'il n'avait pas. Ce sont ses décisions et ses conséquences. Je ne vais pas payer. Il y a un silence à l'autre bout du fil. J'entends des voix en arrière-plan. Le crépitement d'une radio de police. Quelqu'un qui rit. L'officier se racle la gorge, mal à l'aise. Madame, je comprends votre position, mais vous devez comprendre que votre fils pourrait passer plusieurs jours en détention. La procédure judiciaire ici peut être compliquée. Si vous pouviez reconsidérer, je ne reconsidérerais pas. Julian a une femme. Caroline a de la famille. Ils peuvent résoudre leurs problèmes. J'en ai déjà résolu trop. Je raccroche avant que l'officier ne puisse dire autre chose. Mes mains ne tremblent pas. Mon cœur bat calmement. Je ressens quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Il me faut un moment pour l'identifier. C'est du soulagement. C'est de la liberté. C'est le poids de décennies qui tombe de mes épaules comme un lourd manteau que j'enlève enfin. Le téléphone explose de messages. Je les lis un par un. Chaque mot comme un couteau qui ne fait plus mal parce que la peau est devenue trop dure, trop fatiguée de saigner. Julian, maman. La police a dit que tu n'allais pas payer. Comment peux-tu me faire ça? Je suis ton fils. Caroline, Eleanor, c'est incroyable. Tu nous laisses enfermer ici comme des criminels. Quelle sorte de mère es-tu? Julian, ils vont me transférer dans une cellule. Il y a des gens dangereux ici. C'est ça que tu veux? Que ton fils soit en danger. Caroline, ma mère ne me ferait jamais une chose pareille. Elle sait ce que c'est que l'amour familial. Julian, tu as tout payé pour nous pendant des années, et maintenant que j'ai vraiment besoin de toi, tu m'abandonnes. Tu es une hypocrite. J'éteins de nouveau le téléphone. Je le laisse sur la table. Je me lève du fauteuil et je vais dans ma chambre. J'ouvre le tiroir de ma table de chevet, celui que je garde toujours fermé à clé. À l'intérieur se trouve un vieux carnet à couverture rigide, brun chocolat. C'est mon journal. J'ai commencé à y écrire à la mort d'Arthur, quand j'avais besoin de parler à quelqu'un et qu'il n'y avait personne. Je m'assois sur le lit avec le carnet entre les mains. Je tourne lentement les pages. Je lis des entrées d'il y a des années. Je lis le jour où Julian m'a demandé de l'argent pour le mariage. Je lis la fois où je suis arrivé chez eux avec un gâteau pour son anniversaire et Caroline ne m'a pas laissé entrer parce qu'ils étaient occupés. Je lis le Noël que j'ai passé seul parce qu'ils sont allés chez les parents de Caroline dans le Connecticut et que je n'étais pas invité. Je lis chaque anniversaire oublié, chaque appel ignoré, chaque promesse non tenue. Il y a une entrée d'il y a 3 ans qui m'arrête. L'écriture est tremblante, écrite après minuit quand je n'arrivais pas à dormir. Elle dit, aujourd'hui, Julian a eu 37 ans. Je lui ai envoyé 1000 dollars pour son cadeau. Il m'a appelé pendant 2 minutes. Il a juste dit, merci, maman. Je dois y aller. Caroline m'attend. Il a raccroché. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas demandé si j'avais besoin de quelque chose. Il n'a rien demandé. Parfois, je me demande si je suis sa mère ou sa banque. Parfois, je me demande s'il m'aime ou s'il n'aime que mon argent. Je ferme le carnet. Je le remets dans le tiroir. Je le ferme à clé. Je m'assois sur le lit, fixant le mur. Il y a une tache d'humidité dans le coin supérieur que j'ignore depuis un moment parce que la réparer coûte de l'argent. De l'argent que j'ai utilisé pour réparer les problèmes des autres pendant que mon propre toit s'écroulait. Je me lève. Je vais au salon. Je prends mon sac à main. Je sors mon portefeuille. À l'intérieur se trouve la carte de crédit. Celle dont Julian est un utilisateur autorisé. La carte qu'il a utilisée pendant des années pour ses achats, ses voyages, ses caprices.
La carte qui vient d'être refusée à Las Vegas parce que j'ai baissé la limite il y a 2 mois, fatigué de voir des frais dont il ne me consulte jamais. Je décroche le téléphone fixe de mon salon. Je compose le numéro de la banque imprimé au dos de la carte. Une voix automatisée me donne des options. J'appuie sur des chiffres jusqu'à ce que j'entende une voix humaine. Bon après-midi. C'est Sandra du service clientèle. Comment puis-je vous aider? Bon après-midi, Sandra. Je m'appelle Eleanor Brox. J'ai besoin d'annuler une carte d'utilisateur autorisée associée à mon compte. Bien sûr, Madame Brox, pouvez-vous me fournir le numéro de la carte que vous souhaitez annuler? Je lui donne le numéro. J'entends le cliquetis d'un ordinateur de l'autre côté. Parfait. Je vois ici que cette carte est au nom de Julian Brox. Êtes-vous sûr de vouloir l'annuler? Absolument sûr. Compris. La carte sera annulée dans les 2 prochaines heures. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Oui. Je veux retirer Julian Brox comme bénéficiaire de tous les virements automatiques que j'ai configurés sur mon compte. Laissez-moi vérifier. Je vois que vous avez un virement automatique mensuel de $2500 qui est déposé sur le compte se terminant par 3421. Souhaitez-vous annuler ce virement? Oui. Annulez-le, s'il vous plaît. Êtes-vous absolument sûr? Cette action est irréversible. J'en suis sûr. Très bien. Le virement automatique a été annulé. Autre chose, Madame Brox? Non, c'est tout. Merci, Sandra. Merci. Passez une excellente journée. Je raccroche. Je reste debout au milieu de mon salon. Le téléphone toujours à la main. Je sens quelque chose d'étrange parcourir mon corps. Ce n'est pas de la culpabilité. Ce n'est pas du regret. C'est du pouvoir. C'est du contrôle. C'est la sensation de prendre enfin les rênes de ma propre vie après des années à laisser les autres conduire. Je regarde l'horloge murale. Arthur l'a achetée lors d'un voyage à San Francisco. Il est 11 heures du matin. J'ai toute la journée devant moi. Toute la journée pour moi. Je me fais un autre café. Cette fois, je prends un biscuit au chocolat que j'ai acheté il y a une semaine et que je gardais pour une occasion spéciale. Aujourd'hui est une occasion spéciale. Aujourd'hui est le jour où j'ai décidé que ma vie m'appartient. Je m'assois dans le fauteuil avec mon café et mon biscuit. J'allume la télévision. Je change de chaîne jusqu'à ce que je trouve un vieux film en noir et blanc. C'est un de ceux qu'Arthur aimait, avec ses acteurs aux voix profondes et ses actrices élégantes. Casablanca. Je le laisse allumer même si je n'y prête pas beaucoup d'attention. Le téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est un numéro différent. Je le reconnais. C'est la mère de Caroline, Catherine. Une femme qui m'a toujours traité avec cette courtoisie froide qui cache le mépris. Une femme qui a toujours pensé que sa fille avait épousé quelqu'un d'un rang inférieur, même si elle ne le dit jamais directement. Je réponds. Eleanor, c'est Catherine. Caroline m'a appelé en pleurs de Las Vegas. Elle m'a raconté ce qui se passe. Elle m'a dit que tu refuses de les aider. Je veux que tu comprennes la gravité de la situation. Bonjour, Catherine. Je comprends parfaitement la situation. Alors tu comprendras que tu dois envoyer cet argent immédiatement. Ce sont ton fils et ta belle-fille. C'est la famille. Ce sont des adultes capables de prendre leurs propres décisions, et les décisions ont des conséquences. La voix de Catherine se durcit à l'autre bout du fil. Je peux l'imaginer dans sa maison élégante du Connecticut, assise dans son salon avec des meubles importés, son café servi dans de la porcelaine fine, regardant par ses baies vitrées le jardin parfaitement entretenu par le paysagiste qui vient 3 fois par semaine. Eleanor, je ne sais pas ce qui te prend, mais c'est inacceptable. Ma fille souffre. Elle est enfermée dans un poste de police comme si elle était une délinquante, et tout ça parce que tu as décidé de faire un caprice à ton âge. Ce n'est pas un caprice, Catherine. C'est une décision. La première décision que je prends pour moi-même en 15 ans. Eh bien, c'est une décision égoïste et cruelle. Sais-tu combien de fois Caroline m'a dit à quel point tu es généreuse? Combien de fois elle t'a défendu quand je disais que Julian dépendait trop de toi? Et maintenant, il s'avère que tout était un mensonge.
Qu'au moment qui compte vraiment, tu abandonnes ta famille. Je prends une profonde inspiration. Je sens la colère commencer à monter dans mon estomac, mais je me force à garder une voix calme. Je ne vais pas lui donner le plaisir de me voir contrarié. Je ne vais pas lui donner le plaisir de me faire sentir coupable. Catherine, pendant 15 ans, j'ai payé pratiquement tout dans la vie de ta fille et de mon fils. J'ai payé leur mariage pendant que tu te plaignais que le lieu n'était pas assez élégant. J'ai payé la compte de leur maison pendant que tu critiquais que le quartier n'était pas assez exclusif. J'ai payé leur voiture, leurs vacances, leurs meubles, l'école de Mia. J'ai tout payé tout en vivant dans un appartement où le chauffage tombe en panne et où l'humidité tache les murs. Personne ne t'a forcé à faire ça, Eleanor. Si tu l'as fait, c'est parce que tu le voulais, parce que c'est ton obligation de mère. Les enfants, c'est pour la vie. Tu as raison. Personne ne m'a forcé. Je l'ai fait parce que je les aime. Parce que je pensais que c'était mon devoir. Parce qu'à chaque fois que Julien m'appelait avec un problème, je courais le régler. Mais tu sais quoi, Catherine? L'amour ne peut pas être à sens unique. L'amour ne peut pas être moi qui donne et eux qui prennent. L'amour ne peut pas être moi qui me sacrifie pendant qu'ils vivent comme s'ils avaient tout l'argent du monde. Oh, s'il te plaît, Eleanor, comme tu es devenue dramatique. Il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit de responsabilité. Julien est ton fils. Point final. Tu l'as mis au monde et c'est ta responsabilité de prendre soin de lui. Julien a 40 ans. Catherine, 40 ans. Ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un adolescent. C'est un homme adulte avec une femme et une fille. Il est temps qu'il commence à résoudre ses propres problèmes. Eh bien, si tu ne veux pas aider, je le ferai. Je vais envoyer l'argent tout de suite. Et quand ils reviendront, nous aurons une conversation très sérieuse sur ton attitude. Parfait, Catherine. Envoie l'argent. Résous le problème pour eux. Mais quand ils t'appelleront dans 3 mois pour en demander plus, quand ils auront une autre urgence dans 6 mois, quand ils auront besoin d'un autre sauvetage dans 1 an, souviens-toi de cette conversation. Souviens-toi que je t'avais prévenu. Je raccroche avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblent un peu maintenant. Pas de peur, pas de culpabilité, mais de rage contenue pendant des années. De frustration emmagasinée dans chaque appel ignoré, dans chaque anniversaire oublié, dans chaque fois où j'ai été traité comme un moyen pour une fin. Je vais à la cuisine. J'ai besoin de bouger. J'ai besoin de faire quelque chose avec cette énergie qui bout en moi. J'ouvre le réfrigérateur. Il y a du poulet que j'ai acheté il y a 2 jours. Il y a des légumes. Il y a du riz. Je décide de cuisiner. Cuisiner m'a toujours calmé. Le processus de hacher, d'assaisonner, de mélanger les saveurs me ramène à un lieu de contrôle. Je mets de la musique à la radio, une station qui joue du vieux jazz. Arthur aimait le jazz. Nous dansions dans cette même cuisine les dimanches après-midi quand Julien était petit et riait en nous voyant tourner entre la cuisinière et le réfrigérateur. Je hache des oignons. Les larmes qui sortent ne sont pas seulement pour l'oignon. Elles sont pour les années perdues, pour les opportunités gâchées, pour la version de moi-même que j'ai oubliée quelque part en devenant la maman qui arrange tout. Je hache des tomates, de l'ail, des poivrons. Je mets de l'huile dans la poêle. J'entends le grésillement quand je jette les légumes. L'odeur emplit ma cuisine. C'est une odeur de maison, de vie, de normalité. Le téléphone sonne à nouveau. Je l'ignore. Il continue de sonner, insistant, agaçant. Finalement, je le prends. C'est Mia, ma petite fille. La seule personne de cette famille qui m'appelle parfois juste pour savoir comment je vais. Mamie. Bonjour, ma chérie. Mamie. Maman vient de m'appeler. Elle pleure. Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Elle m'a dit que papa et elle sont en détention. Elle m'a dit que tu ne veux pas aider. C'est exact, Mia. Je ne vais pas aider cette fois-ci. Il y a un long silence. J'entends la respiration de Mia à l'autre bout du fil. Elle a 19 ans. Elle est à l'université en pré-médecine parce qu'elle veut aider les gens. C'est une bonne fille. Elle a le cœur de son grand-père. Mamie, est-ce que je peux te demander quelque chose sans que tu te fâches?
Bien sûr, ma chérie. Demande ce que tu veux. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années as-tu décidé de ne pas aider juste maintenant? Je m'assois sur la chaise de la cuisine. La poêle grésille toujours sur le feu, mais pour un instant, je l'ignore. Cette question mérite une réponse honnête. Mia, sais-tu combien d'argent j'ai donné à ton père au cours de ces 15 années? Non, mamie. On ne parle jamais de ça à la maison. 120 000 $, peut-être plus. J'ai perdu le compte il y a longtemps. 120 000 $ qui sont sortis de ma pension. Des économies que ton grand-père m'a laissées. De l'assurance vie que j'ai touchée à sa mort. De l'argent que j'aurais dû utiliser pour mes vieux jours. Pour mes besoins, pour ma tranquillité d'esprit. Mamie, je ne savais pas que c'était autant. Je sais, ma chérie. Personne ne le sait parce que je ne l'ai jamais dit. Parce qu'à chaque fois que ton père m'appelait, je disais simplement oui. Chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, je payais simplement. Je suis devenu la solution automatique à chaque problème. Et tu sais ce qui s'est passé, Mia? J'ai cessé d'être une personne. J'ai cessé d'être Eleanor. Je suis devenue la mère de Julian, la grand-mère de Mia, la belle-mère de Caroline, mais jamais moi-même. J'entends un léger sanglot à l'autre bout du fil. Mamie, je suis tellement désolé. Je ne t'ai pas traité comme j'aurais dû non plus. Je ne t'appelle aussi que quand j'ai besoin de quelque chose, quand j'ai besoin d'argent pour des livres ou pour sortir avec mes amis. Je suis comme eux. Non, ma chérie, tu es différente. Toi, au moins, tu m'appelles pour mon anniversaire. Toi, au moins, tu me demandes de temps en temps comment je vais. Toi, au moins, tu me vois comme une personne et non comme une banque. Mais ce n'est pas suffisant, mamie. Je n'ai pas été juste avec toi. Aucun de nous ne l'a été. J'éteins le feu. Les légumes sont cuits. L'arôme emplit la cuisine, mais je n'ai plus faim. Je me lève. Je vais à la fenêtre. Le chat orange n'est plus sur la clôture. Madame Higgins n'est plus sur son balcon. Le monde continue son cours, indifférent à mon drame personnel. Mia, est-ce que je peux te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne? Bien sûr, mamie. N'importe quoi. Quand ton grand-père est mort, j'étais dévasté. Pas seulement parce que je l'aimais, mais parce que j'ai réalisé que je n'avais plus de but. Tes parents étaient mariés. Tu étais petite, mais ils s'occupaient de toi. J'étais seul dans cet appartement, me demandant pourquoi j'étais encore là. Et puis ton père a commencé à demander de l'aide. D'abord un peu, puis de plus en plus. Et je me suis accroché à ça parce que ça me donnait un but. Ça me faisait sentir nécessaire. Ça me faisait sentir utile, mamie. Mais être nécessaire n'est pas la même chose qu'être aimé, Mia. Être utile n'est pas la même chose qu'être valorisé. Il m'a fallu 20 ans pour le comprendre. Il a fallu un appel à 2 heures du matin exigeant 9 000 $ pour enfin le voir clairement. Ton père ne m'aime pas. Il a besoin de moi. Et il y a une énorme différence entre ces deux choses. Mamie, je t'aime. Je te le jure. Je sais, ma chérie. Et je t'aime aussi. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce que je fais, ce n'est pas pour punir ton père. Ce n'est pas pour le faire souffrir. C'est pour me sauver. C'est pour récupérer ce qui reste de ma vie avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que tu vas faire, mamie? Je vais vivre, Mia. Je vais vivre pour moi. Je vais utiliser mon argent pour moi. Je vais faire les choses que j'ai toujours voulu faire mais que j'ai reportées parce qu'il y avait toujours quelqu'un d'autre qui avait besoin de cet argent. Je vais voyager. Je vais acheter de nouveaux vêtements. Je vais réparer mon appartement. Je vais aller au théâtre. Je vais manger dans des restaurants. Je vais vivre. Ça semble juste, mamie. Je pense que tu le mérites. Merci, ma chérie. Ça signifie beaucoup pour moi. Mamie. Une dernière chose. Mamie Catherine a déjà envoyé l'argent. Papa et maman vont sortir aujourd'hui. Ils reviennent demain et ils vont être furieux contre toi. Je sais, Mia. Je suis préparé. As-tu besoin que je vienne te voir?
Veux-tu que je sois là quand ils arriveront? Non, ma chérie. C'est quelque chose que je dois affronter seul. Mais merci d'avoir demandé. Merci de te soucier de moi. Je t'aime, mamie. Je t'aime aussi, ma fille. Prends soin de toi. Je raccroche. Je reste debout près de la fenêtre avec le téléphone à la main. Le soleil est déjà haut. Il fait chaud. C'est une belle journée, une journée parfaite pour recommencer. Je passe le reste de la journée dans un calme étrange. Je finis de cuisiner mon repas. Je me sers une assiette généreuse. Je mange lentement à ma table, savourant chaque bouchée comme si c'était la première fois que je goûtais de la vraie nourriture. Je n'allume pas la télévision. Je ne regarde pas le téléphone. Je mange juste en silence, écoutant les bruits de mon immeuble. La femme d'en haut qui traîne des meubles. Les enfants d'à côté qui jouent et rient. La vie quotidienne qui a toujours été là, mais que je n'ai jamais pris le temps d'écouter. Après avoir mangé, je lave la vaisselle. Je sèche chaque pièce avec soin. Je les range. Je nettoie la cuisinière jusqu'à ce qu'elle brille. Je balaie le sol de la cuisine. Je fais toutes ces tâches banales avec une attention presque cérémonielle, comme si chaque action était un acte de réclamation. C'est mon espace. C'est ma vie. Ce sont mes décisions. Quand j'ai fini dans la cuisine, je vais dans ma chambre. J'ouvre à nouveau l'armoire. Cette fois, je ne sors pas la boîte de reçu. Je sors la vieille valise qui est au fond. La valise qu'Arthur et moi utilisions pour nos voyages. Elle est couverte de poussière. Elle a des autocollants d'endroits que nous avons visités ensemble. San Francisco, le Grand Canyon, Cap Cod. Des voyages modestes mais heureux. Des voyages que nous avons cessé de faire à la naissance de Julien parce que tout notre argent allait aux couches, au lait, à l'école et aux vêtements. Je mets la valise sur le lit. Je l'ouvre. Elle sent le renfermer, comme le temps arrêté. À l'intérieur se trouve une écharpe qu'Arthur m'a offerte lors de notre dernier voyage ensemble. Je la sors. Je la tiens contre ma poitrine. L'odeur a disparu, mais le souvenir est là. Le souvenir de ses mains la mettant autour de mon cou. Le souvenir de son sourire quand il m'a dit que cette couleur m'allait à merveille. Je remets l'écharpe. Je ferme la valise. Je la laisse sur le lit. Demain, je vais commencer à planifier. Je vais décider où je veux aller. Je vais utiliser mon argent pour moi. Je vais réaliser les rêves que j'ai gardés dans un tiroir pendant que je payais pour les rêves des autres. Le téléphone vibre. C'est un message de Julien. Il est sorti. Il est libre. Grâce à Catherine. Grâce à quelqu'un d'autre qui a résolu son problème. Le message dit, « Maman, nous sommes sortis. Nous avons passé un moment horrible à cause de toi. J'espère que tu es contente. Nous arrivons en ville demain et tu vas devoir donner beaucoup d'explications. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies fait ça. » Je ne réponds pas. Je bloque le numéro. Je sais qu'il trouvera d'autres moyens de me contacter, mais pour l'instant, j'ai besoin de ce silence. J'ai besoin de cet espace sans ses exigences, sans ses plaintes, sans sa voix me disant que je suis une mauvaise mère. Je bloque le numéro de Caroline et celui de Catherine aussi. Je ne laisse que celui de Mia. C'est la seule qui mérite un accès direct à moi en ce moment. Je m'assois sur le lit. Je regarde ma chambre. Les murs qui ont besoin de peinture. La lampe de chevet qui clignote parfois. Le tapis usé à côté du lit. Tout a besoin d'être rénové. Tout a besoin d'attention. Tout comme moi. Je prends mon ordinateur portable. Il est vieux. Je l'ai acheté il y a 5 ans en solde. Il est lent, mais il fonctionne. Je l'allume. J'attends qu'il se charge. J'ouvre le navigateur. Je tape dans la barre de recherche. Groupe de voyage pour seniors USA. Des dizaines de résultats apparaissent. Des circuits à Charleston. Des circuits à Savannah. Des circuits à Santa Fe. Des circuits dans les parcs nationaux. De beaux endroits que j'ai toujours voulu voir, mais qui sont toujours restés sur la liste, un jour. Un jour, quand j'aurai le temps, un jour, quand j'aurai de l'argent, un jour qui n'est jamais venu parce qu'il y avait toujours une urgence de Julien à régler.
Je clique sur l'un des circuits. Santa Fe, Nouveau-Mexique. 10 jours. Comprend l'hôtel, les repas, le transport, le guide, les visites d'anciens pueblos, des cours de cuisine traditionnelle, des visites de marché d'art. Ça coûte $3,200. C'est cher. C'est beaucoup d'argent. C'est plus que ce que j'ai dépensé pour moi au cours des 5 dernières années réunies. Je clique sur réserver. Je remplis le formulaire avec mes informations. Nom, âge, email, téléphone. J'arrive à la partie paiement. Je m'arrête. Mon doigt est sur la souris. Il me suffit de cliquer. Il me suffit de confirmer l'achat. Mais quelque chose m'arrête. Une petite voix dans ma tête. La même voix qui m'a arrêté pendant des années. La voix qui dit, et si Julien a besoin de cet argent? Et s'il y a une vraie urgence? Et si tu le regrettes? Je ferme les yeux. Je respire profondément. J'entends une autre voix. Une voix que j'avais oubliée. La voix d'Arthur. La voix qui me disait à chaque anniversaire. Éléanore. Tu dois faire quelque chose pour toi. Tu dois te faire plaisir. La vie est courte, mon amour. N'attends pas qu'il soit trop tard. J'ouvre les yeux. Je clique sur confirmer l'achat. J'entre les détails de ma carte de crédit. Celle qui n'a plus Julien comme utilisateur autorisé. Celle qui n'est plus qu'à moi maintenant. Je clique sur payer. Traitement en cours. Traitement en cours. Traitement en cours. Achat confirmé. Je reçois un email. Confirmation de réservation. Santa Fe, Nouveau-Mexique. 10 jours. Départ dans 3 semaines. Chambre simple. Tout compris. Mon nom sur le billet. Seulement mon nom. Personne d'autre. Je sens quelque chose de chaud couler sur mes joues. Ce sont des larmes, mais pas de tristesse. Ce sont des larmes de libération, de joie, de terreur, d'excitation. Ce sont les larmes d'une femme qui vient de faire quelque chose uniquement pour elle-même pour la première fois depuis des décennies. J'essuie mes larmes. Je souris. Je ne peux pas m'arrêter de sourire. Je vais à Santa Fe. Je vais voir de nouveaux endroits. Je vais manger de la nourriture délicieuse. Je vais marcher dans des rues en adobe. Je vais acheter de l'art. Je vais prendre des photos. Je vais vivre. Je ferme l'ordinateur portable. Je me lève du lit. Je vais au miroir. Je me regarde à nouveau. Cette femme de 72 ans me regarde. Mais maintenant, il y a quelque chose de différent dans ses yeux. Il y a de la lumière. Il y a de l'espoir. Il y a de la détermination. Je me parle à voix haute. Éléanore, ce n'est que le début. Tu vas récupérer ta vie. Tu vas être heureuse. Tu vas vivre pour toi. Le reste de l'après-midi, je le passe à faire des recherches. Je lis sur Santa Fe, sur ses traditions, sa nourriture, son article. Je lis des blogs de voyage. Je regarde des photos du monument national de Bandlier, de Taos Pueblo, des marchés pleins de couleurs. Chaque photo m'excite davantage. Chaque description me fait souhaiter que les 3 semaines passent en un clin d'œil. Quand il fait nuit, je me prépare un dîner simple. Du pain grillé avec du fromage, une pomme, une tisane à la camomille. Je m'assois dans mon fauteuil préféré. J'allume la télévision. La vie est belle passe. Je l'ai vu 1000 fois, mais ça ne me dérange pas. Je le laisse allumer pendant que je prends mon dîner tranquille. À 21h, je me prépare à dormir. Je mets mon pyjama confortable. Je me brosse les dents. Je mets de la crème sur mes mains comme je le fais tous les soirs. Je me mets au lit. J'éteins la lumière. L'obscurité m'enveloppe doucement. Je pense à demain. Julien et Caroline vont revenir. Ils vont venir ici. Ils vont frapper à ma porte. Ils vont exiger des explications. Ils vont crier. Ils vont pleurer. Ils vont utiliser toutes les tactiques de manipulation qu'ils connaissent. Ils vont me dire que je suis une mauvaise mère, que je suis égoïste, que je vais mourir seul. Mais je connais la vérité.
Je sais que ce que j'ai fait n'était pas mal. C'était nécessaire. C'était urgent. C'était le seul moyen de me sauver avant de disparaître complètement dans les besoins des autres. Je m'endors avec cette certitude. Je m'endors en paix. Je me réveille avec le soleil qui entre par la fenêtre. C'est samedi. Il est 7 heures du matin. Je me lève reposé. Je n'ai pas fait de cauchemar. Je ne me suis pas réveillé à minuit avec de l'anxiété. J'ai dormi profondément, comme une personne sans dettes émotionnelles. Je fais du café, du pain grillé. Je m'assois à ma table. Je mange en regardant par la fenêtre. Le chat orange est de retour sur la clôture. Madame Higgins arrose ses plantes. Tout est normal. Tout est comme il se doit. À 10 heures du matin, on frappe à la porte. Des coups forts, insistants, agaçants. Je sais qui c'est. Je marche lentement vers la porte. Il n'y a pas d'urgence. Je respire profondément. Je me prépare. J'ouvre. Julien et Caroline sont debout devant moi. Julien a le visage rouge de fureur. Caroline a les yeux gonflés d'avoir pleuré. Derrière eux se trouvent des valises. Ils sont venus directement de l'aéroport. Julien parle le premier. Sa voix est un cri contenu. Comment as-tu pu, maman? Comment as-tu pu nous laisser en plan comme ça? As-tu la moindre idée de ce que nous avons traversé? As-tu la moindre idée de l'humiliation? Bonjour, Julien. Bonjour, Caroline. Entrez. Il reste debout sans bouger. Il s'attendait à des excuses. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à la maman qui cède toujours. Il ne s'attendait pas à ce calme. Tu vas nous laisser entrer ou quoi? Dit Caroline d'une voix tranchante. Je m'écarte. Ils entrent, poussant les valises. Ils se tiennent au milieu de mon salon, me regardant comme si j'étais une étrangère. Et peut-être que je le suis. Peut-être que l'Éléanore qu'ils connaissaient n'existe plus. Asseyez-vous, leur dis-je. Nous devons parler. Nous ne voulons pas nous asseoir, dit Julien. Nous voulons une explication. Nous voulons savoir ce qui t'est arrivé, bordel. Pourquoi as-tu décidé de ruiner nos vacances? Pourquoi as-tu décidé de nous faire passer pour des criminels? Je m'assois dans mon fauteuil. Je les regarde. Je les vois vraiment pour la première fois depuis longtemps. Julien avec ses vêtements chers. Ses chaussures de marque. Sa montre qui, je le sais, a coûté plus de 2000 $. Caroline avec son sac de créateur. Ses lunettes de soleil chères sur la tête. Sa robe ivoire qui a probablement coûté plus que ce que je dépense en vêtements en un an. Je les vois et je vois deux personnes qui n'ont jamais eu à se soucier de l'argent, qui n'ont jamais eu à choisir entre payer la facture d'électricité ou acheter des médicaments. Qui n'ont jamais eu à porter les mêmes vêtements pendant des années parce qu'elles ne pouvaient pas s'en payer de nouveau. Julien marche d'un côté à l'autre de mon salon comme un animal en cage. Ses pas sont lourds. Furieux. Caroline s'assoit sur le bord du canapé, les bras croisés, me regardant avec cette expression de supériorité qu'elle a toujours eue, comme si j'étais la femme de ménage qui avait commis une erreur impardonnable. Je vais te le demander une fois de plus, maman, dit Julien en s'arrêtant devant moi. Pourquoi n'as-tu pas envoyé l'argent? Pourquoi nous as-tu laissés enfermer là-bas comme des criminels? Quelle sorte de mère fait ça? Je m'installe dans mon fauteuil. Je croise les mains sur mes genoux. Je les regarde dans les yeux sans ciller. Ma voix sort calme, ferme, sans trembler. La sorte de mère qui est fatiguée. La sorte de mère qui a enfin réalisé qu'elle a passé 15 ans à être utilisée. La sorte de mère qui a décidé que sa vie comptait aussi. Utilisée, répète Caroline avec un rire amer. Comme tu es dramatique, Éléanore. Personne ne t'a utilisé. Tu as aidé ta famille parce que c'est comme ça qu'on fait. Parce que c'est ce que font les mères. Les mères méritent aussi le respect, Caroline. Elles méritent aussi de la considération. Elles méritent aussi d'être traitées comme des personnes et non comme des distributeurs de billets. Oh, s'il te plaît, dit-elle en levant les yeux au ciel. Tu as toujours eu plus qu'assez. Tu as toujours pu nous aider. Pourquoi tout à coup te transformes-tu en cette personne égoïste? Je me lève du fauteuil. Je vais dans ma chambre.
Il reste dans le salon, ne sachant que faire. Je reviens avec la boîte à chaussures, la boîte contenant tous les reçus, tous les chèques, toutes les preuves de 15 ans de dons sans retour. Je pose la boîte sur la table basse. Je l'ouvre. Je sors les papiers un par un. Je les étale sur la table, formant une mosaïque de sacrifices. Tu vois ça? C'est le chèque de votre mariage. 15 000 $. C'est le reçu de l'acompte de votre maison. 30 000 $. C'est le virement pour la voiture. 8 000 $. C'est le voyage en Europe. 6 000 $. C'est l'ordinateur portable, les meubles, les frais de scolarité, les urgences, les vacances, les caprices. Julien s'approche de la table. Il regarde les papiers avec un sourcil froncé. Caroline reste sur le canapé, mais je peux voir son visage changer de couleur. Je continue de sortir des papiers. Je continue de mettre des preuves sur la table. Chaque reçu est un coup de poignard dans mon cœur, mais c'est aussi une libération. C'est la vérité exposée. C'est la réalité que je n'ai jamais voulu affronter. 120 000 $, dis-je finalement. C'est ce que je vous ai donné en 15 ans. 120 000 $ qui sont sortis de ma pension, des économies de votre père, de l'assurance vie qui était censée protéger mes vieux jours. Julien prend un des papiers. Il le regarde comme si c'était la première fois qu'il le voyait. Peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'il ne s'est jamais arrêté pour penser d'où venait l'argent. Peut-être que pour lui, c'était toujours quelque chose d'infini, quelque chose qui existait simplement sans conséquence. Maman, commence-t-il, mais je l'interromps. Sais-tu combien de fois vous m'avez invité à dîner chez vous en ces 15 ans, Julien? 3 fois. 3 fois en 15 ans. Sais-tu combien de fois tu m'as appelé juste pour savoir comment j'allais sans rien demander? Je peux les compter sur les doigts d'une main. Sais-tu quand a été la dernière fois que j'ai reçu un cadeau d'anniversaire qui n'a pas été acheté à la hâte dans une station-service? Je ne m'en souviens pas parce que ça fait trop d'années. Ce n'est pas juste, dit Caroline en se levant du canapé. Nous avons des vies occupées. Nous avons des responsabilités. Nous ne pouvons pas t'appeler tout le temps. Mais vous pouvez m'appeler quand vous avez besoin d'argent. Là, vous avez le temps. Là, vous vous souvenez que j'existe. Julien laisse tomber le papier sur la table. Il passe ses mains dans ses cheveux. Je vois quelque chose sur son visage que je n'avais pas vu auparavant. Est-ce de la honte? Est-ce de la culpabilité? Je ne suis pas sûr. Maman, je sais que nous avons beaucoup dépendu de toi. Je l'admets. Mais j'ai toujours pensé que tu le faisais parce que tu le voulais. Tu ne m'as jamais dit que ça te dérangeait. Tu n'as jamais dit non. Et c'est ça le problème, Julien. Je n'ai jamais dit non parce que j'avais peur. Peur que tu arrêtes de m'appeler. Peur que tu me coupes de ta vie. Peur d'être complètement seul. Alors j'ai continué à dire oui. J'ai continué à payer. J'ai continué à me sacrifier jusqu'à devenir une ombre, jusqu'à oublier qui était Éléanore au-delà d'être ta mère. Je marche vers la fenêtre. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'air. Le chat orange est toujours sur sa clôture. Madame Higgins plie du linge sur son balcon. La vie continue dehors, indépendamment du drame qui se déroule dans mon salon. Quand votre père est mort, je continue sans me retourner pour les voir, j'étais détruite. Non seulement parce que je l'avais perdu, mais parce que j'ai réalisé que je n'avais plus de but. Vous étiez mariés. Mia était petite, mais vous vous occupiez d'elle. Vous n'aviez plus besoin de moi. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais ensuite, vous avez commencé à demander de l'aide, et je me suis accroché à ça. Ça m'a donné une raison de continuer. Ça m'a fait sentir utile. Ça m'a fait sentir nécessaire. Je me retourne pour leur faire face. Les larmes commencent enfin à couler, mais je ne les essuie pas. Qu'ils voient. Qu'ils voient la douleur que j'ai portée en silence pendant des années. Mais nécessaire n'est pas la même chose qu'aimer. Utile n'est pas la même chose que valoriser. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre la différence. Il a fallu un appel à 2 heures du matin exigeant 9 000 $ pour enfin me réveiller. Caroline se rassied. Son expression de supériorité a disparu. Maintenant, elle a juste l'air mal à l'aise. Elle regarde ailleurs, le mur. N'importe où qui n'est pas mon visage.
Julien s'assoit aussi. Il s'enfonce dans le canapé, les épaules affaissées. Il semble plus petit tout à coup, plus humain, plus vulnérable. Je ne savais pas que tu te sentais comme ça, maman, dit-il à voix basse. Je n'ai jamais imaginé, parce que tu n'as jamais demandé. Parce que tu ne t'es jamais arrêté pour penser à comment tout ça m'affectait. Parce que pour toi, j'étais toujours la maman forte qui pouvait tout gérer, qui avait toujours de l'argent, qui avait toujours une solution. Je m'assois à nouveau dans mon fauteuil. La fatigue me frappe soudainement. Ce n'est pas une fatigue physique. C'est une fatigue émotionnelle. Ce sont des années d'endurance qui tombent de mes épaules en même temps. Il y a 3 jours, j'ai annulé ta carte autorisée, Julien. J'ai annulé le virement mensuel de $2500 que je t'envoyais. J'ai bloqué ton accès à mon compte. Et hier, j'ai réservé un voyage à Santa Fe. Un voyage de 10 jours. Un voyage qui coûte $3200. Un voyage que je vais faire seul, pour moi, sans me sentir coupable. Le silence qui suit est dense, lourd. J'entends l'horloge murale égrener les secondes. J'entends la circulation dans la rue. J'entends ma propre respiration. Tu ne peux pas faire ça, dit enfin Caroline. Ce virement. Nous dépendons de cet argent. Nous avons des dépenses. Nous avons l'hypothèque. Vous avez des emplois. Vous avez des salaires. Vous avez la capacité de vivre selon vos moyens. Ce que vous n'avez pas, c'est un droit sur mon argent. Plus maintenant. Mais maman, dit Julien, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas tout payer sans ton aide. Vous allez devoir apprendre. Vous allez devoir vous adapter. Vous allez devoir faire ce que des millions de personnes font chaque jour. Vivre avec ce que vous gagnez. C'est ridicule, dit Caroline en se levant à nouveau. Éléanore, tu es sa mère. C'est ta responsabilité. Ma responsabilité était de l'élever, de le nourrir, de l'éduquer, de l'aimer. J'ai fait tout ça. Julien a 40 ans, Caroline. 40 ans. Ma responsabilité a pris fin il y a longtemps. Ce que j'ai fait, c'est trop. C'est insoutenable. C'est autodestructeur. Je me lève aussi. Je leur fais face. Ma voix monte en volume pour la première fois dans cette conversation. Et autre chose, ne me parlez plus jamais comme si j'étais votre employé. Ne me traitez plus jamais comme si ma seule valeur était financière. Si vous voulez avoir une relation avec moi, ce sera une vraie relation. Avec du respect, avec de la réciprocité, avec un véritable amour, où il n'y aura pas de relation du tout. Julien se lève. Il marche vers moi. Un instant, je pense qu'il va me serrer dans ses bras, mais il s'arrête à mi-chemin, comme s'il y avait un mur invisible entre nous. Maman, et si on a besoin de toi? Et s'il y a une vraie urgence? Alors vous devrez la résoudre comme des adultes. Vous devrez utiliser vos économies. Vous devrez obtenir un prêt. Vous devrez faire des sacrifices, comme j'en ai fait pendant des années. Caroline prend son sac. Elle se dirige vers la porte. Elle se retourne avant de partir. Tu vas le regretter, Éléanore. Tu vas finir seule. Tu vas te rendre compte que tu as plus besoin de ta famille que ta famille n'a besoin de toi. Ces mots sont conçus pour me blesser, pour me faire douter, pour me faire sentir coupable. Et ils me blessent, mais pas autant que de me réveiller chaque matin en me sentant vide. Pas autant que de voir mon compte en banque diminuer pendant que mon but s'évaporait. Peut-être que tu as raison, Caroline. Peut-être que je finirai seul. Mais je préfère être seul et en paix qu'accompagné et misérable. Je préfère être seul avec dignité qu'entouré de gens qui ne me voient que comme une ressource. Caroline part en claquant la porte. Julien reste debout au milieu de mon salon. Nous nous regardons en silence. Je vois des larmes dans ses yeux. Ce sont les premières larmes que je vois de lui depuis qu'il est enfant. Je suis désolé, maman, dit-il d'une voix brisée. Je suis désolé de ne pas m'en être rendu compte. Je suis désolé de t'avoir utilisé. Je suis désolé de ne pas t'avoir valorisé. Je suis désolé aussi, Julien. Je suis désolé de ne pas avoir fixé de limites plus tôt. Je suis désolé d'avoir laissé ça aller si loin. Je suis désolé de ne pas avoir été plus honnête avec toi sur ce que je ressentais. Il se rapproche. Cette fois,
Il me serre dans ses bras. C'est une étreinte maladroite, inconfortable, remplie d'années de distance émotionnelle. Mais c'est quelque chose. C'est un début. Ou peut-être que c'est une fin. Je ne suis pas encore sûr. Il se détache. Il essuie ses larmes avec le dos de sa main. J'ai besoin de temps pour digérer ça. Maman, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin, je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Prends tout le temps dont tu as besoin, Julien. Je ne vais nulle part. Enfin, je vais à Santa Fe dans 3 semaines, mais après ça, je serai là. J'attendrai de voir si nous pouvons construire quelque chose de réel, d'honnête, quelque chose qui ne soit pas basé sur l'argent. Il hoche la tête. Il se dirige vers la porte. Il s'arrête, la main sur la poignée. Maman, je t'aime. Je le pense vraiment. Pas seulement parce que j'ai besoin de ton argent. Je t'aime pour de vrai. Je t'aime aussi, Julien. Je t'ai toujours aimé. C'est pour ça qu'il est si important que ça change. Parce que l'amour ne peut pas être unilatéral. L'amour exige un équilibre. Il hoche à nouveau la tête. Il part. J'entends ses pas descendre les escaliers. Je l'entends s'éloigner. Je reste debout au milieu de mon salon, entouré de papiers, entouré de preuves, entouré de mon passé. Je ferme la porte. Je m'appuie contre elle. Je laisse les larmes couler librement maintenant. Je pleure pour les années perdues. Je pleure pour la relation endommagée. Je pleure pour la femme que j'étais et que je ne veux plus être. Je pleure pour la femme que je serai et que je n'ai pas encore rencontrée. Je pleure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Jusqu'à ce que mon corps soit vide de tout, sauf d'épuisement. Je me traîne jusqu'à ma chambre. Je me jette sur le lit sans enlever mes vêtements. Je ferme les yeux. Je dors profondément. Je me réveille des heures plus tard. Il fait déjà nuit. La pièce est sombre. Je me lève lentement. Mon corps me fait mal comme si j'avais couru un marathon. Je vais à la cuisine. Je me fais un thé. Je m'assois à la table avec la tasse fumante entre mes mains. Le téléphone vibre. C'est un message de Mia. Mamie. Papa m'a appelé. Il m'a raconté ce qui s'est passé. Je suis fier de toi. Je sais que ça a été dur, mais tu as fait ce qu'il fallait. Je t'aime. Je souris pour la première fois de la journée. Je réponds, merci, ma chérie. Ton soutien signifie tout pour moi. Je t'aime aussi. Je bois mon thé lentement. Je regarde par la fenêtre dans la nuit. Les lumières de la ville brillent au loin. J'entends le murmure constant de la circulation. La vie continue. Le monde continue de tourner. Et je suis toujours là, plus forte, plus claire, plus moi-même. Les jours suivants se passent dans une sorte de brouillard. Julien n'appelle pas. Caroline n'appelle pas. C'est le plus long silence que nous ayons eu en 15 ans. Au début, ça me fait peur. Ça me fait douter. Ai-je fait ce qu'il fallait? Ai-je été trop dur? Les ai-je perdus pour toujours? Mais ensuite je me souviens de la boîte de reçus. Je me souviens des 120 000 $. Je me souviens des nuits blanches à m'inquiéter de comment j'allais payer mon propre loyer après leur avoir envoyé de l'argent. Je me souviens de la solitude des anniversaires passés seuls. Et la culpabilité s'estompe. Une semaine après la confrontation, je suis à l'épicerie en train d'acheter des légumes quand je vois une femme âgée. Elle doit avoir près de 80 ans. Elle est seule, choisissant des tomates avec soin, les mettant dans son sac en toile. Elle a les cheveux complètement blancs attachés en chignon. Elle porte des lunettes épaisses. Ses vêtements sont simples mais propres, bien entretenus. Je la regarde pendant qu'elle paie ses courses. Elle sourit à la caissière. Elles échangent quelques mots. Elle rit. C'est un rire authentique. Libre. Elle s'éloigne lentement mais avec dignité, avec un but. Je pense que je veux être comme elle. Je veux atteindre 80 ans, riant à l'épicerie. Me sentant complète, en paix. Je ne veux pas atteindre 80 ans, pleine de ressentiment, vide, brisée pour avoir tout donné sans rien garder pour moi. Je finis mes courses. Je rentre à mon appartement. Je range tout avec soin.
Je me prépare mon déjeuner. Je mange calmement. Je lave la vaisselle. Tout est routine. Tout est normal. Mais il y a quelque chose de différent. Il y a de la légèreté. Il y a de la place pour respirer. L'après-midi, je m'assois avec mon ordinateur portable. Je revois l'itinéraire du voyage à Santa Fe. Je lis sur chaque endroit que nous allons visiter. Bandlier, les anciennes habitations troglodytiques dans le canyon, Taos Pueblo, les bâtiments en adobe à plusieurs étages, le musée Georgia O'Keeffe, les marchés d'art, les cours de cuisine traditionnels. Chaque description m'excite davantage. Je fais une liste de choses dont j'ai besoin pour le voyage. Des vêtements confortables pour marcher, de bonnes chaussures, un nouveau sac à dos parce que celui que j'ai est effiloché. Un chapeau de soleil, de la crème solaire, un appareil photo parce que celui de mon téléphone n'est pas très bon. Je regarde la liste. Tout s'additionne à près de $500. Le Julien d'avant aurait utilisé ça pour un seul dîner. La Caroline d'avant aurait dépensé ça pour une paire de chaussures. Mais pour moi, c'est un investissement. C'est prendre soin de moi. C'est me préparer pour quelque chose qui n'est qu'à moi. Le lendemain, je vais faire du shopping. Je vais dans un magasin de vêtements de plein air. Une jeune vendeuse s'approche. « Comment puis-je vous aider, madame ?» Je lui parle de mon voyage. Ses yeux s'illuminent. C'est excitant. Ma grand-mère voyage aussi seule et dit que ce sont les meilleures expériences de sa vie. Elle m'aide à choisir des pantalons confortables, des chemises qui respirent, un gilet avec de nombreuses poches. Tout est pratique mais de bonne qualité. J'essaie tout. Je me regarde dans le miroir. J'ai l'air d'une voyageuse, d'une aventurière, de quelqu'un qui est en vie. Je paie avec ma carte sans culpabilité, sans entendre la petite voix qui dit que cet argent pourrait être envoyé à Julien. Cette voix s'est enfin tue. Elle est enfin partie. Ensuite, je vais dans un magasin de chaussures. J'en trouve des parfaites pour la marche. Le vendeur m'explique le soutien de la voûte plantaire, l'amorti, la durabilité. Je les essaie. Je marche dans le magasin. Elles sont confortables. Elles sont parfaites. Elles coûtent $150. Il y a 6 mois, je serais sorti du magasin. J'aurais dit que mes vieilles chaussures fonctionnaient encore. J'aurais économisé ces $150 pour la prochaine urgence de Julien. Mais aujourd'hui, je les achète. Je les achète sans hésitation. De retour à la maison avec mes sacs à la main. Je me sens différente. Je me sens plus légère, plus forte, plus présente, comme si j'habitais enfin ma propre vie au lieu de l'observer de l'extérieur. Ce soir-là, je reçois un appel de Mia. « Mamie, est-ce que je peux venir te voir demain ? Je veux te parler. »« Bien sûr, ma chérie. Viens quand tu veux. » Le lendemain, Mia arrive tôt. Elle apporte des pâtisseries d'une boulangerie qu'elle sait que j'aime. Je la serre fort dans mes bras. Elle sent le parfum frais, la jeunesse, l'avenir. Nous nous asseyons à la table de la cuisine. Je fais du café. Nous coupons les pâtisseries. Nous mangeons en silence un instant. Confortable. Facile. « Mamie, je suis venue te demander pardon, dit-elle finalement. »« Pardon ? Pourquoi, ma chérie ? » ?»« Pour avoir fait partie du problème. Pour avoir demandé de l'argent tant de fois. Pour ne pas avoir valorisé ce que tu as fait pour nous, pour ne pas avoir vu que tu te sacrifiais. » Je prends sa main sur la table. Ses doigts sont jeunes, lisses, sans les taches de vieillesse qui couvrent les miens. « Mia, tu es différente. Toi, au moins, tu m'appelles. Toi, au moins, tu demandes comment je vais. Tu me vois comme une personne. Mais ce n'est pas suffisant, mamie. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû te défendre quand maman parlait mal de toi. J'aurais dû dire à papa qu'il abusait de ta générosité. Tu es sa fille. C'est compliqué d'être au milieu. Je comprends. » Elle secoue la tête. Des larmes commencent à couler sur ses joues. « Non, mamie. Je ne veux pas d'excuses. Je veux que tu saches que je m'en rends compte. Je veux que tu saches que j'admire ce que tu as fait. Je veux que tu saches que si j'avais ton âge, j'espère avoir ton courage. » Je me lève.
Je contourne la table. Je la serre dans mes bras par derrière. J'appuie ma joue contre sa tête. Tu es une bonne fille, Mia. Tu as un cœur magnifique. Ne laisse personne changer ça. Elle se tourne sur la chaise. Elle me serre fort. Nous pleurons ensemble, mais ces larmes sont différentes. Ce sont des larmes de connexion réelle, d'amour véritable, de quelque chose qui n'est pas contaminé par l'argent ou l'obligation. Quand nous nous séparons, je lui montre mes nouveaux vêtements. Je lui parle du voyage, ses yeux brillent d'une excitation sincère. Mamie, c'est merveilleux. Tu vas vivre une expérience incroyable. Tu dois m'envoyer des photos de tout. Je le ferai, ma chérie. Je te promets de te tenir au courant de chaque instant. Elle reste toute la matinée. Nous parlons de son école, de ses rêves de devenir médecin, de son petit ami qui semble être un gentil garçon, de ses amis, de la vie. Nous parlons comme nous n'avions pas parlé depuis des années, comme grand-mère et petite-fille, comme des amis, comme des femmes. Avant de partir, elle me donne une enveloppe. Ne l'ouvre pas avant mon départ. Je la serre à nouveau dans mes bras. Je la regarde descendre les escaliers. Je la vois disparaître. Je rentre dans mon appartement. J'ouvre l'enveloppe. À l'intérieur se trouve une carte faite à la main. Elle a des fleurs peintes à l'aquarelle. À l'intérieur, il est écrit « Mamie, voici 200 $. C'est tout ce que j'ai économisé. Je veux que tu les utilises pour ton voyage. Achète-toi quelque chose de joli. Mange dans un restaurant chic. Fais-le pour moi. Fais-le pour toi. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Ta petite fille qui t'admire, Mia. » Je m'assois dans le fauteuil avec la carte entre les mains. Je lis les mots encore et encore. 200 $ pour une étudiante. C'est une fortune. C'est un sacrifice. C'est de l'amour véritable. Je pleure à nouveau. Mais ce sont de bonnes larmes. Des larmes qui guérissent. Des larmes qui reconstruisent. Je mets la carte dans un endroit spécial sur ma table de chevet, à côté de la photo d'Arthur. À côté des choses que j'aime le plus, des choses que je valorise le plus. Les jours passent. La date du voyage approche. Julien n'a pas appelé. Ça fait 2 semaines depuis la confrontation. 2 semaines de silence. Parfois je me demande s'il va un jour appeler. Si nous allons un jour pouvoir reconstruire quelque chose, mais ensuite je me souviens que je ne peux pas contrôler ses décisions. Je ne peux contrôler que les miennes. Et ma décision est de vivre. Ma décision est d'être heureuse. Ma décision est d'honorer la mémoire d'Arthur en étant la femme qu'il voulait que je sois. Une femme complète, une femme heureuse, une femme libre. 3 jours avant le voyage, je suis en train de faire ma valise quand on frappe à la porte. J'ouvre. C'est Julien. Il est seul. Pas de Caroline. Il a un visage fatigué, les yeux rouges comme s'il n'avait pas bien dormi. Salut, maman. Bonjour, Julien. Je peux entrer? Je m'écarte. Il entre lentement. Il s'assoit sur le canapé sans que je lui demande. Julien s'assoit sur le bord du canapé, les mains entre les genoux, fixant le sol. Il a la posture de quelqu'un de vaincu, de quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, de quelqu'un qui fait enfin face à des vérités inconfortables. Je m'assois dans mon fauteuil. Je ne dis rien. J'attends. J'ai appris que le silence dit parfois plus que 1000 mots. J'ai appris que parfois, la meilleure chose est de laisser l'autre personne trouver son chemin vers la conversation. Après ce qui semble être une éternité, Julien lève les yeux. Ses yeux rencontrent les miens. Je vois quelque chose là que je n'avais pas vu depuis des années. De la vulnérabilité, de l'honnêteté, peut-être même de la honte. J'ai beaucoup réfléchi, maman. Ces 2 semaines ont été les plus difficiles de ma vie. Caroline est furieuse. Elle dit que tu as ruiné nos vies. Elle dit que tu es égoïste et cruel. Mais moi je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce que tu as dit, à tous ces papiers que tu as mis sur la table, aux 120 000 $. Il fait une pause. Il passe ses mains sur son visage. Quand il reparle, sa voix se brise. Je n'avais jamais fait le total, maman. Je ne me suis jamais arrêté pour penser à combien nous t'avions demandé au fil des ans. Pour moi,
c'était toujours juste une autre aide, juste une autre faveur. Je n'ai jamais pensé au total. Je n'ai jamais pensé à ce que ça te coûtait. Je me mords la langue. Je veux interrompre. Je veux dire, je sais. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Mais je me retiens. Je le laisse continuer. C'est important. C'est nécessaire. J'ai parlé à mon patron il y a une semaine. Je lui ai demandé une augmentation. Il m'a dit que ce n'était pas possible pour le moment. Alors, je suis rentré à la maison et je me suis assis avec Caroline. Je lui ai dit que nous devions faire un budget, que nous devions voir exactement combien nous gagnions et combien nous dépensions. Elle ne voulait pas. Elle a dit que ce n'était pas nécessaire. Que tu allais reprendre tes esprits, que tout allait redevenir normal. Il fait une autre pause, celle-ci plus longue. Je vois comment il lutte avec les mots, comment il cherche un moyen de dire quelque chose qui lui fait clairement mal. Mais j'ai insisté, maman. Nous avons fait le budget. Et tu sais ce que nous avons découvert? Que sans ton virement mensuel, sans ton aide constante, nous sommes dans le rouge. Que nous vivons bien au-delà de nos moyens depuis des années. Que la seule raison pour laquelle nous n'avons pas coulé, c'est parce que tu as soutenu notre vie avec ton argent. Il se lève du canapé, marche vers la fenêtre, reste debout là, regardant dehors, les mains dans les poches. Je me suis senti comme un échec, maman. Comme un homme de 40 ans qui ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille sans l'aide de sa mère. Comme un enfant qui n'a jamais grandi. Comme quelqu'un qui a utilisé la personne qu'il aime le plus. Je me lève aussi. Je marche vers lui. Je me tiens à ses côtés devant la fenêtre. Le chat orange est de nouveau sur la clôture. Toujours là, constant, fiable. Tu n'es pas un échec, Julien. Tu es quelqu'un qui a fait des erreurs. Tu es quelqu'un qui s'est habitué à avoir un filet de sécurité trop confortable. Tu es quelqu'un qui doit apprendre à vivre selon ses moyens. Mais tu n'es pas un échec. Il se tourne vers moi. Des larmes coulent librement sur son visage maintenant. Il n'essaie pas de les cacher. Il n'essaie pas de les essuyer. Maman, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir utilisé. Pardonne-moi de ne pas t'avoir valorisé. Pardonne-moi de t'avoir traité comme une banque au lieu de ma mère. Pardonne-moi pour tous les anniversaires oubliés. Pour tous les appels ignorés. Pour toutes les fois où je ne suis apparu que lorsque j'avais besoin de quelque chose. Je le serre dans mes bras. Je le serre fort. Comme quand il était petit. Comme quand il est tombé de son vélo. Comme quand il a pleuré pour son père. Je le serre dans mes bras et je sens son corps trembler de sanglots. Je te pardonne, Julien. Je te pardonne parce que je t'aime. Parce que tu es mon fils. Parce que je sais que tu peux changer. Parce que je sais qu'au fond de toi, tu as le cœur de ton père. Nous restons là, enlacés, pendant un long moment. Je ne sais pas combien de minutes passent. Peu importe. Ce moment est important. Ce moment est guérisseur. Ce moment est le début de quelque chose de nouveau. Quand nous nous séparons enfin, Julien essuie son visage avec la manche de sa chemise. Il respire profondément. Il me regarde avec des yeux rouges mais clairs. Maman, je veux que tu saches quelque chose. J'ai parlé à Caroline hier soir. Je lui ai dit que les choses devaient changer. Que nous allons vendre la nouvelle voiture et en acheter une d'occasion. Que nous allons annuler les abonnements à la salle de sport que nous n'utilisons jamais. Que nous allons cuisiner à la maison au lieu de manger au restaurant 5 fois par semaine. Que nous allons vivre avec ce que nous gagnons. Et qu'a-t-elle dit? Elle n'était pas contente. Elle a dit que tu me lavais le cerveau, que je te choisissais par-dessus elle. Mais je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas de choisir. Il s'agit de faire ce qu'il faut. Il s'agit d'être des adultes responsables. Je m'assois à nouveau dans mon fauteuil. Julien s'assoit sur le canapé. Il y a moins de tension maintenant. Il y a plus d'ouverture. Il y a de la possibilité. Julien, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce que j'ai fait, ce n'était pas pour te punir. C'était pour me sauver. J'ai atteint un point où si je continuais à donner sans recevoir, si je continuais à me sacrifier sans limite, j'allais disparaître complètement. J'allais devenir rien. Personne.
Je comprends, maman. Je comprends maintenant. Et je veux que tu saches que je vais travailler là-dessus. Je vais travailler pour être un meilleur fils. Pas seulement financièrement, mais en tout. Je veux t'inviter à dîner. Je veux t'appeler juste pour savoir comment tu vas. Je veux que tu connaisses ma famille pour de vrai. Pas seulement quand nous avons besoin de quelque chose. J'aimerais beaucoup ça. Je vois ta valise là. Ton voyage est bientôt? Dans 3 jours. 10 jours à Santa Fe. Il sourit. C'est le premier sourire sincère que je vois depuis des années. Est-ce que je peux te demander quelque chose, maman? Es-tu excitée? Je suis terrifié. Je n'ai pas voyagé seul depuis des années. Je n'ai rien fait juste pour moi depuis des années. Mais oui, je suis excité. Je suis prête à vivre un peu. Tu le mérites, maman. Tu mérites ça et bien plus encore. Nous passons le reste de l'après-midi à parler. Nous parlons de choses réelles, de ce qu'il ressent pour son travail, de ses peurs, de ses rêves, de Mia et de sa fierté pour elle, de Caroline et des problèmes qu'ils ont dans leur mariage. Nous parlons comme nous n'avions pas parlé depuis des décennies. Quand il part, il fait déjà nuit. Il me serre à nouveau dans ses bras à la porte. Cette étreinte est différente. Elle est plus légère. Elle est plus honnête. C'est l'étreinte d'un fils qui voit enfin sa mère comme une personne. Maman, une dernière chose. Est-ce que je peux t'emmener à l'aéroport? La question me surprend. Elle me prend au dépourvu. Je sens des larmes se former dans mes yeux. J'adorerais ça, Julian. J'adorerais ça beaucoup. Il part. Je ferme la porte. Je m'appuie contre elle. Je souris dans l'obscurité de mon appartement. Peut-être qu'il y a de l'espoir. Peut-être qu'il est possible de reconstruire. Peut-être que la douleur en valait la peine. Les 2 jours suivants, je les passe à finir de tout préparer pour le voyage. Je vais à la banque pour retirer de l'argent liquide. Je vais à la pharmacie pour acheter des médicaments au cas où. Je vais au supermarché pour remplir mon réfrigérateur de nourriture que je pourrais manger à mon retour. Je fais tout calmement, avec soin, en appréciant chaque étape du processus. La nuit avant le voyage, je n'arrive presque pas à dormir. Ce n'est pas de la mauvaise anxiété. C'est de l'anticipation. C'est de l'excitation. C'est la sensation de se tenir au seuil de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'important, de quelque chose de transformateur. Je me lève tôt. Je prends une douche calmement. Je m'habille avec mes nouveaux vêtements de voyage. Je me regarde dans le miroir. J'ai l'air différente. J'ai l'air plus jeune. J'ai l'air vivante. La sonnette retentit à 9 heures du matin. C'est Julian. Il vient seul. Il porte ma valise jusqu'à sa voiture. Il conduit jusqu'à l'aéroport pendant que je regarde par la fenêtre. La ville passe vite. Les rues que je connais par cœur. Les bâtiments familiers. Tout semble différent aujourd'hui. Tout semble plein de possibilités. À l'aéroport, Julian insiste pour m'accompagner aussi loin qu'il le peut. Il m'aide à l'enregistrement. Il m'aide avec mon sac. Nous marchons ensemble vers la zone de sécurité. C'est ici que je te dis au revoir, maman, dit-il quand nous arrivons à la file d'attente. Merci de m'avoir amené, Julian. Ça signifie beaucoup pour moi. Il me serre fort dans ses bras. Maman, profite de chaque instant. Prends beaucoup de photos, mange tout ce que tu veux, achète tout ce que tu aimes. S'il te plaît, vis. Je le ferai, mon amour. Je te le promets. Et maman, une dernière chose. Quand tu reviendras, je veux que tu viennes dîner à la maison. Un vrai dîner. Je vais cuisiner. Nous allons nous asseoir tous ensemble. Nous allons parler. Nous allons être une vraie famille. J'adorerais ça, Julian. Il m'embrasse sur le front. Il part. Je le regarde s'éloigner dans la foule de l'aéroport. Je le vois se retourner une fois pour me faire un signe de la main. Je le vois disparaître. Je passe la sécurité. J'arrive à ma porte d'embarquement. Je m'assois pour attendre. Je sors mon téléphone. J'ai un message de Mia. Bon voyage, mamie.
Tu es mon héroïne. Je t'aime jusqu'à la lune et retour. J'ai un message de Julien. Merci, maman, pour tout. Mais surtout, merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Je souris. Je range le téléphone. Je regarde autour de moi dans l'aéroport. Je vois des familles. Je vois des couples. Je vois des voyageurs solitaires comme moi. Tous allant quelque part. Tous cherchant quelque chose. Tous vivants. On appelle mon vol. Je me mets dans la file. J'embarque dans l'avion. Je trouve mon siège près du hublot. J'attache ma ceinture de sécurité. Je ferme les yeux alors que l'avion commence à bouger. Je pense à Arthur. Je pense à quel point il serait fier de moi. Je pense à comment il sourirait en me disant « Il était temps, Éléanore. Il était temps que tu vives pour toi. » L'avion décolle. Je sens mon estomac se serrer. J'ouvre les yeux. Je regarde par la fenêtre. La ville devient petite sous moi. Les maisons ressemblent à des jouets. Les voitures ressemblent à des fourmis. Tout devient insignifiant de cette hauteur. Les nuages nous enveloppent. Tout devient blanc. Puis nous traversons la couche de nuages et le ciel infiniment bleu apparaît. Le soleil brille avec une intensité qui fait mal aux yeux. Je ferme le store à moitié. Je m'installe dans mon siège. Je souris. Je vole. Je vais vers quelque chose de nouveau. Je suis vivante. Le vol dure 4 heures. Je lis un magazine. Je bois du jus d'orange. Je regarde par la fenêtre. Je pense à tout ce qui s'est passé au cours des 3 dernières semaines. Je pense à l'appel à 2 heures du matin qui a tout changé. Je pense à la décision que j'ai prise. Je pense à la douleur, aux larmes, à la confrontation. Je pense à la libération. Nous arrivons à Santa Fe à midi. L'aéroport est petit, accueillant. Je sors avec ma valise. La chaleur me frappe immédiatement. C'est une chaleur sèche, différente de la ville. Ça sent l'armoise, les montagnes, quelque chose d'ancien et de profond. Il y a un homme avec une pancarte qui porte le nom de la compagnie de voyage. Je m'approche. Il m'accueille avec un immense sourire. Il y a 6 autres personnes qui attendent. Toutes des personnes âgées, toutes voyageant seules, toutes avec la même expression d'excitation mêlée de nervosité. Nous montons dans une camionnette. Le guide se présente. Il s'appelle Adrien. Il a environ 50 ans. Un visage gentil, une voix calme. Il nous parle de Santa Fe. Pendant que nous nous dirigeons vers l'hôtel, il parle de l'histoire des pueblos, de la nourriture, des traditions maintenues en vie. L'hôtel est magnifique, de style adobe avec une cour centrale pleine de fleurs. Ma chambre est petite mais parfaite. Elle a un lit confortable, une salle de bain propre, une fenêtre donnant sur la cour. Je défais ma valise calmement. Je pends mes vêtements. J'arrange mes chaussures. Je marque mon territoire. Cet après-midi-là, nous avons la première réunion de groupe. Nous nous asseyons dans la cour de l'hôtel. Adrien explique l'itinéraire pour les 10 prochains jours. Chaque jour semble meilleur que le précédent. Ruines, canyons, marchés, cours de cuisine, ateliers d'art. Les autres voyageurs se présentent. Il y a une femme nommée Stella. Elle a 68 ans, de Chicago, veuve depuis 1 an. C'est son premier voyage seul. Il y a un homme nommé Victor. Il a 75 ans, de Seattle. Il dit qu'il a toujours voulu voir le sud-ouest, mais que sa femme préférait la plage. Il y a une femme nommée Margaret. Elle a 70 ans, de Boston, jamais mariée, a consacré sa vie à s'occuper de ses parents âgés. Tous deux sont décédés l'année dernière. Maintenant, elle découvre qui elle est sans eux. Chaque histoire est différente, mais elles ont toutes quelque chose en commun. Nous sommes tous ici à la recherche de quelque chose. Nous sommes tous ici pour essayer de vivre. Quand vient mon tour, je me présente. Je suis Éléanore. J'ai 72 ans. Je viens de la ville. Je suis veuve. J'ai un fils et une petite fille. Et je suis ici parce que j'ai décidé que ma vie m'appartient. Je n'en dis pas plus. Je n'ai pas besoin d'en dire plus.
Tout le monde hoche la tête comme s'il comprenait parfaitement, comme si chacun avait sa propre version de mon histoire. Ce soir-là, nous dînons ensemble dans un restaurant sur la place. Nous goûtons au tamal, au ragoût de chili vert, aux enchiladas de maïs bleu. Tout est délicieux. Tout est nouveau. Tout est une aventure. Je ris plus à ce dîner que je n'ai ri en des mois, peut-être en des années. Les jours suivants se passent dans un magnifique mélange d'expériences. Nous visitons le monument national de Bandlier. Nous grimpons les échelles en bois jusqu'aux anciennes habitations troglodytiques. De là-haut, je vois tout le canyon. Je vois les montagnes s'étendre à perte de vue. Je sens le vent sur mon visage. Je sens le soleil sur ma peau. Je me sens petite mais aussi immense. Adrien nous parle des pueblos ancestraux, de leur civilisation avancée, de la façon dont ils ont construit cette ville dans le canyon il y a près de 1000 ans. J'aime cette idée de temps circulaire. Rien ne se termine vraiment. Tout se transforme. Je me transforme aussi. Je retourne à moi-même. Nous visitons Taos Pueblo. Les structures en adobe sont plus impressionnantes que je ne l'imaginais. Brunes, massives, figées dans le temps contre le ciel bleu. Nous voyons la gorge du Rio Grande. L'eau ressemble à un ruban loin en dessous. Je ris comme une enfant, sentant le vertige et le frisson. Stella me prend en photo. J'ai l'air heureuse. Nous visitons des ateliers d'artisans. Nous voyons comment ils fabriquent la poterie, polissant l'argile noire jusqu'à ce qu'elle brille comme du verre. Nous voyons comment ils tissent des tapis sur des métiers à tisser. J'achète des cadeaux pour Mia, pour Julien, pour moi-même. J'achète une chouette en bois sculptée à la main. Elle est peinte de couleurs impossibles, turquoise, rose et jaune. L'artisan me dit que la chouette représente la sagesse. Elle représente la capacité de voir dans le noir. Je la tiens avec précaution. Cette chouette est à moi. Cette chouette, c'est moi. Nous suivons le cours de cuisine traditionnelle. Nous apprenons à faire de la sauce au chili rouge. Elle a tellement d'ingrédients. Chacun doit être torréfié, moulu, mélangé au moment exact. Le cuisinier nous dit que la sauce est comme la vie, compliquée, exige de la patience, mais que le résultat vaut chaque seconde d'effort. Nous passons les soirées sur la place. Nous nous asseyons sur les bancs sous les arbres. Nous regardons les familles se promener. Nous regardons les enfants courir. Nous regardons les couples amoureux. Nous regardons la vie dans toute sa splendeur. Un soir, Margaret me raconte toute son histoire. Elle me dit comment elle a consacré 40 ans à s'occuper de ses parents. Comment elle n'a jamais eu d'enfant parce qu'il n'y avait pas le temps. Comment, à leur mort, elle s'est sentie perdue, vide, sans but. Mais ensuite j'ai réalisé quelque chose, me dit-elle. J'ai réalisé que j'étais encore en vie. J'avais encore du temps. Je pouvais encore faire des choses. C'est mon 5e voyage en 2 ans, dit-elle avec fierté. Et chaque voyage me rend un morceau de moi-même. Un morceau que je pensais perdu pour toujours. Je la serre dans mes bras. Je pleure sur son épaule. Elle pleure sur la mienne. Nous n'avons pas besoin de mots. Nous nous comprenons. Nous comprenons ce que c'est que de se retrouver. Nous comprenons ce que c'est que de renaître après avoir été mort dans la vie. Les derniers jours du voyage passent trop vite. Nous visitons la chapelle Loreto avec son escalier miraculeux. Il n'a pas de support central. Il a survécu pendant plus d'1 siècle. Je pose ma main sur le bois. Je sens la texture lisse. Je sens la foi qui le soutient. Je pense que je vais survivre aussi. Je vais continuer à tenir debout. Le dernier soir, nous avons un dîner d'adieu. Nous partageons tout ce que ce voyage a signifié pour nous. Victor dit qu'il a retrouvé la joie. Stella dit qu'elle a trouvé le courage. Margaret dit qu'elle a trouvé une communauté. Quand vient mon tour, je me lève. J'ai trouvé Eleanor, dis-je. J'ai trouvé la femme que j'avais oublié qu'elle existait. J'ai trouvé la femme qui a le droit d'être heureuse, et je ne vais plus la perdre. Tout le monde applaudit. Certains pleurent. Adrien nous dit que nous sommes son groupe préféré de l'année. Le jour du retour, j'arrive à l'aéroport chargé de souvenirs, de cadeaux, de photos. Ma valise pèse plus lourd, mais je me sens plus légère. Le vol de retour,
je le passe à regarder les photos sur mon appareil. Il y a les ruines contre le ciel, le pont de la Gorge, les marchés pleins de couleurs. Il y a une photo de moi devant l'église en adobe. J'ai l'air heureuse. J'ai l'air complète. J'ai l'air de moi. J'atterris à l'aéroport au coucher du soleil. Je récupère mon sac. Je sors dans la zone des arrivées. Il y a Julien. Et à côté de lui, Mia, tous deux tenant des ballons qui disent « Bienvenue à la maison ». Je cours vers eux. Nous nous serrons tous les trois dans les bras. C'est une longue étreinte, serrée, réelle. Mia me dit que j'ai l'air radieuse. Julien me dit que j'ai l'air 10 ans plus jeune. Je leur dis que je me sens renaître. Dans la voiture sur le chemin du retour, je leur raconte tout. Je leur montre des photos. Je parle de mes nouveaux amis. Je parle des endroits que j'ai vus. Je parle de l'Éléanore que j'ai redécouverte. Ils m'emmènent à mon appartement. Julien porte ma valise jusqu'en haut. Mia ouvre les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Tous deux restent un moment. Nous buvons du thé. Nous mangeons les biscuits à l'anis que j'ai ramenés de Santa Fe. Nous parlons, nous rions, nous sommes une famille. Avant de partir, Julien me rappelle, le dîner, c'est ce samedi, maman. Chez moi à 19h. Tu n'as rien à apporter, juste toi. Je serai là, Julien. Je te le promets. Ils partent. Je reste seul dans mon appartement. Mais cette solitude est différente. Ce n'est pas du vide. C'est de la plénitude. C'est de la paix. C'est de la liberté. Je défais ma valise lentement. Je sors mes vêtements sales. Je sors les cadeaux. Je sors la chouette en bois. Je la pose sur ma table de chevet à côté de la photo d'Arthur. Ils vont bien ensemble. Le passé et le présent. Je prends une douche. Je mets mon pyjama. Je me mets au lit. Je ferme les yeux. Je pense à tout ce qui s'est passé depuis cet appel à 2 heures du matin. Je pense à la douleur. Je pense à la décision. Je pense à la transformation. Je pense à l'Éléanore que j'étais, celle qui disait oui à tout. Celle qui se sacrifiait sans limite. Cette Éléanore n'existe plus. Elle est morte quelque part au cours des dernières semaines. Et c'est bien ainsi. Je pense à l'Éléanore que je suis maintenant. Celle qui fixe des limites. Celle qui se valorise. Cette Éléanore ne fait que naître. Mais elle est déjà plus forte. Elle est déjà plus claire. Elle est déjà plus réelle. J'ouvre les yeux. Je regarde le plafond. Je parle à voix haute comme si Arthur pouvait m'entendre. Je l'ai fait, mon amour. Je l'ai enfin fait. Je me suis enfin mise en premier. Le samedi arrive. Je me prépare avec soin. Je mets une robe couleur pêche que j'ai achetée à Santa Fe. Je me coiffe. Je me parfume. Je me regarde dans le miroir. J'ai l'air bien. J'ai l'air heureuse. J'ai l'air digne. J'arrive chez Julien à 19h précise. Je frappe à la porte. Julien ouvre. Il porte un tablier. Ça sent la cuisine maison. Il me serre dans ses bras. Bienvenue, maman. J'entre. La table est mise. Il y a des fleurs au centre. Des bougies sont allumées. Mia est dans la cuisine. Caroline est assise dans le salon. Elle a l'air mal à l'aise, mais elle se lève quand j'entre. Bonjour, Éléanore, dit-elle d'une voix neutre. Bonjour, Caroline, je réponds sur le même ton. Le dîner est délicieux. Julien a cuisiné du poulet rôti au romarin et des légumes rôtis. Il a fait du riz. Il a fait une salade. Tout est parfait. Nous mangeons ensemble. Au début, la conversation est tendue, forcée, mais peu à peu, elle s'adoucit. Mia parle de ses cours. Julien parle d'un nouveau projet au travail. Il parle de comment il apprend à mieux gérer son argent, comment ils ont vendu le SUV de luxe et acheté une berline raisonnable, comment il mange plus souvent à la maison. Même Caroline parle un peu. Elle dit qu'elle a commencé à chercher un emploi, qu'elle est restée trop longtemps à la maison, qu'elle a besoin de quelque chose à elle. Elle ne me regarde pas quand elle dit ça,
mais elle le dit et c'est quelque chose. Après le dîner, nous restons dans le salon. Je bois du thé. Ils boivent du café. Je leur montre les photos imprimées de Santa Fe. Je leur raconte les histoires derrière chaque image. Quand je pars, Julian m'accompagne à la voiture. Merci d'être venu, maman. Je sais que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, Julian. Mais c'était important et je suis prête à continuer d'essayer si tu le es aussi. Je le suis, maman. Je te promets que nous allons être une meilleure famille. Je le serre une dernière fois dans mes bras. Je rentre à la maison le cœur plein. Ce n'est pas parfait. Il y a encore de la douleur. Il y a encore du travail à faire. Mais il y a de l'espoir. Il y a de la possibilité. Il y a un amour véritable qui essaie de fleurir. Ce soir-là, avant de dormir, j'écris dans mon journal. J'écris sur le voyage. J'écris sur le dîner. J'écris sur tout ce que j'ai appris et à la fin j'écris ceci: aujourd'hui, je n'ai pas besoin de permission pour vivre. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me sacrifier pour être aimé. Aujourd'hui, je comprends que le véritable amour ne coûte pas tout. Le véritable amour donne et reçoit. Le véritable amour respecte et valorise. Je ferme le journal. J'éteins la lumière. Je m'endors en souriant. Demain est un nouveau jour. Et je suis une nouvelle Éléanore. Une Éléanore qui s'aime enfin autant qu'elle aime les autres.